Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Plus d'éléments. Alors aujourd'hui, je remplace exceptionnellement notre ami Olivier François, qui sur un coup de folie est parti en Transnistrie pour se battre contre les Russes et les Ukrainiens. Voilà. Et, vu qu'il n'a pas d'origine russe ni ukrainienne et que sa femme n'est pas ukrainienne, n'est pas russe, donc François il s'est trouvé un combat. Donc Olivier, on est avec toi. J'ai trompé de train sur Reviens-nous vivants. C'est possible, oui, reviens-nous vivants. Trêve de plaisanterie, mais on est avec toi, Olivier. Pour m'accompagner, j'ai François Bousquet. Bonjour François, rédacteur en chef de la revue Éléments. Christophe Maxime, rédacteur de la revue Éléments. Alors Christophe, vous avez juste... J'ai cru comprendre que vous étiez en plein montage d'une conférence de Renaud Camus. Alors effectivement, il y a eu le grand colloque Renaud Camus et en compagnie d'Olivier Ray. Et alors on pourra le découvrir, une première mouture en podcast, un peu version radio. Et puis vous découvrirez le plus vite possible la version vidéo avec un petit reportage. Voilà. Très bien, parfait. Ce sera formidable, absolument formidable. Grand succès. Grand succès. Et puis on a un petit nouveau, Rodolphe Carte. Bonjour Rodolphe. Alors Rodolphe, vous êtes rédacteur maintenant à la revue Éléments, enfin sur le site Éléments. Et alors j'ai eu un nombre de messages me disant oui Rodolphe Carte, ça doit être encore un pseudo d'Alain de Benoît, de François Bousquet. Parce que vous avez fait toute une série d'articles sur Éric Zemmour. Et donc voilà, Rodolphe Carte existe bien, il travaille à la Nouvelle Librairie et il est aussi rédacteur sur le site de la revue Éléments. Et le papier. Et le papier aussi. Le papier. Prochain... Non, déjà des notes de lecture. Ah ouais, d'accord. Oh, j'ai pas fait attention. Ah oui, parce qu'on va parler d'un numéro extraordinaire. Regardez ça. Ça fait maintenant une petite semaine facilement que tout le monde en parle. C'est le nom d'une émission, ça. Non, tout le monde en parle. Ouais. De Gérard Depardieu dans Éléments. Alors, mon cher François, vous avez fait fort, vous avez eu un entretien avec, je le cite, Depardieu de Châteauroux. Je vais juste lire, parce que c'est assez étrange comme entretien, parce que vous lui posez pas une question, c'est lui qui commence le dialogue. Et il vous dit « Allô, c'est Depardieu de Châteauroux. Dis François, tu peux m'envoyer ton article à 2 de mes amis? Je ne sais pas comment ça marche, un portable. Je ne suis pas de ce monde et mes gros doigts tapent toujours... des langues différentes. Si tu le fais, peut-être que je te paierai un litre à la maison. » Voilà, ça commence comme ça. L'ambiance est là. Hein. Et après, comment ça se passe ? Et avant, en réalité, puisque ça fait depuis 3-4 ans qu'on cherche à entrer en contact à Éléments avec Depardieu, on avait des plans, mais des plans complètement foireux en Russie, avec l'impresario qui connaissait l'homme politique qui a rencontré Depardieu au fin fond de la Russie. Ça a toujours planté. Et là, j'avais un téléphone portable que j'ai fait confirmer, mais je n'en étais même pas sûr et je m'en suis même pas servi. Et je l'ai fait confirmer, ce téléphone portable, à Patrice Lecomte, qui m'a dit oui, c'est bien le téléphone de Gérard Depardieu. Il me l'aurait pas donné, mais je l'avais. Et j'appelle Depardieu, et quand vous appelez Depardieu, il est boulimique, il est compulsif, et il répond tout le temps au téléphone. Là, il se trouve qu'il n'a pas répondu parce qu'il était occupé, mais un quart d'heure après, une demi-heure après, il me rappelle, je lui avais laissé un message, et je lui dis, François Bousquet, Éléments, machin, etc. Il me coupe tout de suite, il me dit, rien à foutre, j'ai tout dit, je me pars en Russie, Poutine, rien à foutre, adieu. Gentiment, je fais avec la Depardieu. Sur quoi je suis un peu déçu et frustré, mais je suis pas surpris non plus, puisque il envoie paître tous les journalistes, quels qu'ils soient, même des médias centraux, surtout des médias centraux. Et dans la foulée, je fais un long portrait de lui, de 6 pages, que nous avons reproduit in extenso, tel qu'il lui a été envoyé. Et je lui ai envoyé sur son téléphone portable, et à la suite de quoi, il a plutôt apprécié le papier. À la suite de quoi, il m'a appelé à plusieurs reprises. Et là, j'ai noué un dialogue avec Depardieu, et c'est surréaliste, Depardieu, parce que j'ai pas à me forcer pour faire son éloge, avec des réserves, bien sûr. Les réserves, elles peuvent être politiques, elles peuvent être peu importe, mais il n'empêche, c'est une telle bête, une bête de scène. Il est tellement énorme. Ce qui est incroyable, c'est qu'il parle vrai, mais il épargne personne. Ça va il épargne personne. Non, il se lâche. Moi, la principale impression que j'ai quand je l'ai au téléphone, outre l'émotion, parce que Dieu sait si j'ai fait des entretiens, je fais le fanfaron, mais ces entretiens avec Guénaud à l'Élysée, quantité d'entretiens assez excitants, mais personne ne m'a fait une telle impression à la fois de bonheur, de jouissance.
quand il parle, moi j'avais l'impression de parler avec le roi Lear. Dieu sait si j'adore le roi Lear de Shakespeare. Je l'aime quand c'est le Père Goriot de Balzac. Je l'aime quand c'est Ran de Kurosawa. C'est le Lear japonais. Et j'avais l'impression de parler au roi Lear. Et le roi Lear, c'est quoi? C'est la douce folie qui s'empare de la vieillesse qui commence à s'envoler. Et c'était un délirant magnifique, d'une liberté totale, qui vous tutoie d'emblée. Donc vous ne pouvez pas ne pas le tutoyer, c'est-à-dire qu'il instaure une relation à la fois, même si elle est dissymétrique par définition, puisque ça va être un des Français les plus connus au monde, puis on s'en fout, même s'il n'était pas connu, il serait énorme, il aurait pu être chauffeur routier, il aurait été tel qu'il est aujourd'hui. Mais il instaure ce tutoiement, et pourquoi il l'instaure? Alors c'est comme le roi Lear, il est en roue libre, on peut plus l'arrêter. Il dit tout, il y a absolument aucun filtre. Moi, je lui demande pas qu'il me dise ce qu'il me dit. Il me rappelle même pour me le dire. J'ai une conversation d'une demi-heure à la maison, absolument, où on n'a pas grand-chose à dire, puisque on n'a pas à le relancer, il parle. Il parle vraiment comme Lear. Lear, vraiment, c'est le chef-d'œuvre de Shakespeare. C'est vraiment le chef-d'œuvre de la vieillesse. Ce qui est très marrant, c'est que c'est derrière ces mots, il y a toujours des citations, il y a des auteurs, il est toujours... C'est un homme du livre. Ouais. C'est un homme du livre. Moi, je me suis plongé... C'est étonnant. Ouais, c'est étonnant parce que son père s'appelle le Dédé et sa mère la Lilette. Ça fait déjà penser à Louis-Ferdinand dans Mort à crédit. Il y a beaucoup d'analogies, sans la noirceur de Céline. Énormément d'analogies entre le mythe de l'enfance qu'il a reconstitué Depardieu à Châteauroux. Et le Dédé, c'est les initiales du père de Depardieu, parce qu'il ne savait écrire que ces deux initiales. Depardieu a longtemps eu... il n'a pas été bègue, mais il avait des troubles de l'élocution. C'est-à-dire qu'il a la plus grande difficulté à parler. C'est pas un homme du livre, mais c'est pas non plus un homme de l'oralité. C'est d'abord une masse physique. Et ce qui est impressionnant, en particulier, on en parlera, dans Le Maigret, c'est sa massivité de cachalot, chaloupant, dans les rues de Paris. Et donc, il veut faire du théâtre, parce qu'il fait un peu de prison pour avoir cassé la gueule à quelques gendarmes, des soirs de picole. Et en prison, il y a un psy qui lui dit « Mais putain, Gérard, t'as des mains de sculpteur. » Alors l'autre, il n'en peut plus. Moi, il me fait penser à Léopold dans Uranus. Chef-d'œuvre, vraiment livre génial, Uranus, où il y a Léopold qui est le bistrotier et qui est fasciné. Il fait des vers, parce qu'il découvre Racine. Le professeur fait ses cours à la Libération, adapté au Cinoche. Il joue le rôle, il joue le rôle de Léopold. Et il enquille 7 à 8 litrons blanc dans la journée, il prend la trompette pour gueuler contre Mongla, qui est le grand collabo, Bœuf, je sais plus, le collabo du marché noir qui est devenu résistant, et il l'injurie à bas Torres, à bas la France, à bas De Gaulle, Mongla, collabo. C'est tout à fait Depardieu, donc c'est le mec que j'ai au téléphone. Si quand il m'appelle, il dit allô, c'est Depardieu de Châteauroux, parce que j'insiste beaucoup sur Châteauroux, qui est vraiment qui le définit. Et donc je disais oui. Le plus curieux pour vous répondre, Patrick, c'est que c'est devenu un homme du texte, c'est devenu un homme du livre. C'est Cochet qui l'a accueilli, Jean-Laurent Cochet. Magnifique professeur de théâtre, immense professeur de théâtre, qu'il a renvoyé vers un ORL qui a pu le guérir ses troubles du langage. Et il a d'abord été, dans les années 70, un auteur de l'avant-garde, puisque c'était l'auteur de Marguerite Duras, de Peter Handke. Mais il lit, il parle que de livres, il reçoit plein de livres, il me parle de Céleste Albaré, donc la servante de Proust, qui était fascinée par Proust, il me parle de Camus, il démolit Camus, ce qui est inhabituel. Donc c'est vraiment sans langue de bois. Mitterrand, bien sûr, alors que Mitterrand le recevait, puisqu'à l'époque c'était un peu une icône de l'avant-garde socialiste. C'était une icône des années 80. Enfin vraiment c'est... Barbara, Franchement, je fais que parler, mais on a l'impression de faire un entretien avec Dumas père, avec Balzac, de rencontrer le génie tel que, en tout cas pour ce qui me concerne, je l'ai toujours conçu et rêvé, c'est-à-dire un fleuve en crue, à la Balzac, quoi. Balzac, vous savez, quand Balzac est rentré dans les salons parisiens, sous la monarchie de Juillet, on ricanait. Parce qu'il avait des ongles sales, parce qu'il jouait aux bourgeois, parce qu'il était gros, il avait une canne avec une pommette en or, c'était comme un parvenu, je ne connais pas Depardieu. Mais ici, de Balzac, et à propos de son relation à l'argent, parce qu'il le jette flambe l'argent, il parle de la grande dispendiosité des pauvres. On peut dire ça, il est resté pauvre, c'est un plouc chez les milliardaires. Enfin bref, moi je l'adorais, mais je l'aime encore plus, parce que j'ai enfin vu Pantagruel, j'ai enfin vu Gargantua, j'ai enfin vu le génie français en exil, malheureusement, je le regrette. Ce qui est aussi attachant chez lui, c'est que quand même, par moments, je le flingue un peu dans le papier en disant que il nous lâche. Nous, on a signé à résidence.
ambiance, nous les sédentaires, nous les gilets jaunes, quels qu'on soit par ailleurs. Hein. Tous ces mecs-là se barrent, hein. C'est des expats. Hein. Je préférais qu'ils soient à Pétaouchnok qu'à Vladivostok, hein. Ça le dérange pas. Donc c'est vraiment le fils de Châteauroux, mais qui s'est barré. Mais il s'est barré comme le Roi Lear. Je veux redire, lisez le Roi Lear ou le Père Goriot de Balzac. Père Goriot est génial, hein, pour voir ce que c'est que la vieillesse, hein, la grande vieillesse. Hein. C'est la vieillesse qui se déleste du corps. Il a beau être massif, énorme, peser 150 kilos, que sais-je, hein, suer comme un morse. Hein, c'est un seigneur, ouais, vraiment un seigneur. Alors, vous l'avez interrogé parce qu'au départ, c'est un dossier où avec il y a un entretien de Patrice. Il y a un nombre d'entretiens dans ce numéro qui est assez hallucinant parce que vous avez eu un entretien avec Marcel Gauchet, avec Michel Onfray sur l'art contemporain, Sylvain Guggenheim et Patrice Lecomte. Patrice Lecomte fait un Maigret, ouais. Et il explose dans ce Maigret de Depardieu. Alors que le rôle est casse-gueule. Il y a eu des grands acteurs qui ont joué Maigret. Ouais, il y a plein de et il en donne une nouvelle version. Ouais, il n'y en a eu plus depuis... mais Christophe va nous en parler parce qu'il a fait un super papier sur Kremer, Gabin, sur tous les Maigrets de la Téloche et les Maigrets du Cinoche. Il n'y en a eu plus depuis un bail. Hein. Moi, j'ai été impressionné par le film de Lecomte, par la manière dont Depardieu habite, hein, et peut-être renouvelle en partie le Maigret. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je suis un inconditionnel de Simenon, plutôt Simenon que Maigret. Mais cela étant dit, j'avais des souvenirs très contrastés de La Jeune Morte, hein, qui est le livre qui est adapté, où la fin est quand même très vaseuse, bâclée par Simenon. C'est pour moi pas un grand. C'est pas un grand. Et Lecomte, à partir de, d'abord, il repense le scénario complètement. Et Depardieu, là, ouais, c'est un cachalot. Quand il marche en bord de scène, on dirait un cachalot, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment. J'avais adoré Les Fiançailles de Monsieur Hir, qui est un des chefs-d'œuvre de Simenon. Monsieur Hir est un livre génial, qui résume, à mon sens, tout Simenon. Monsieur Hir, c'est un type quelconque, gris, qui se fait rouler dans la farine par une fille, hein, qui ressemble à rien, mais dès qu'il est au bowling, hein, c'est le type pâteau, invisible. Au bowling, c'est une danseuse, c'est de l'opéra. Donc c'est enfin bon. Voilà, donc le film de Lecomte vaut le détour. L'entretien aussi est amusant. Lecomte est, Christophe pourra nous en parler. Moi, je suis moins spécialiste de ces films. Hein. Oui, alors pas spécialiste, c'est un grand mot, mais. Alors Depardieu aussi. Alors il y a la figure de. Alors là, notre émission s'appelle le plus d'éléments, mais là, je crois que c'est élément plus. Le numéro, il faut vraiment que tout le monde l'achète. Le numéro est invraisemblable. On a une couverture avec Depardieu. Tout est énorme. Effectivement, on a Gauchet. On a un entretien. Vous avez Nicolas Gauthier avec toi. Vous avez fait un très bel entretien avec Lecomte, qui est un cinéaste populaire, hein, très ouvert d'esprit, qui effectivement vient de réaliser le dernier Maigret. Et qui est un bon connaisseur de Simenon. Oui, bien sûr. Alors Simenon, c'est l'auteur francophone qui a sans doute peut-être le plus adapté. Ouais, je confirme. Hein. Ouais, le plus adapté au. Qui est le plus vendu. Hein. Alors le plus vendu, mais je parle des adaptations audiovisuelles. Je te confirme. C'est le plus adapté. Alors il y a eu énormément d'adaptations de Maigret. Il y a eu une pléiade, si on peut dire, d'acteurs, pas tous français hein, d'ailleurs. Il y a une fascination de Maigret chez les Anglo-Saxons. C'est très marrant. La BBC a fait 2 fois des versions. Dans de les Maigret. années 70 aussi. Ouais. Les Américains peut-être une fois. Les Italiens, il y a Gino Cervi qui faisait en dehors de Don Camillo, il a fait aussi Maigret. Et puis alors les grands Français, il y a eu Harry Bor, hein, qui a été un grand Maigret. Michel Simon, qui est suisse par ailleurs et que Simenon adorait. Il trouvait que c'était le meilleur Maigret. Et alors on s'est attaché on a fait un faux match entre la figure de deux grands Maigrets, le duel des monstres sacrés qui sont Jean Gabin d'un côté et Bruno Kremer de l'autre, qui pour moi c'est un peu la défense des grands des vieux par-dessus français. Donc c'est des choses très différentes. Moi j'aime beaucoup Bruno Kremer, qui est quelqu'un qui est un Maigret aussi d'une massivité et d'une douceur absolue, qui ressemble un peu à Depardieu dans le rapport au corps, à la voix, etc. Pour moi c'est le meilleur, hein, Kremer qu'on découvre il y a très longtemps dans Schoendorfer, qui est un acteur magistral, qui est de la bande centrale, vous savez, du conservatoire, je crois que c'est 52 ou 54, où il y a tous les grands Français. Vous avez Marielle, Belmondo, Claude Rich, Noiret, qui même s'il n'est pas conservateur, Rochefort, effectivement, tout ça, Michel Beaune aussi, qui est un grand acteur. Et donc Kremer face à Gabin. Alors c'est un match un peu artificiel parce que Gabin ne fait que 3 films au cinéma en noir et blanc dans les années 50 avec Delannoy, et plus tard dans les années 90, sur une quinzaine d'années, Kremer, c'est la télévision, hein, c'est une coproduction tchèque, suisse, belge et France 2. Oui, mais c'est intéressant parce que le pari pour des raisons d'ailleurs de production, le pari du Maigret
Maigret de Kremer, où il y a une 50aine d'épisodes, en fait, il est souvent tourné à Prague ou dans les campagnes belges et tchèques. Et donc, il y a une expression presque un peu surréaliste, donc c'est un Paris imaginaire, totalement baroque. On n'est pas du tout boulevard Richard Lenoir, on est sur les ponts de Prague. Et ils ont décidé de remettre Maigret, je dirais, dans les années 50. Alors, mais de toute manière, ce qui est le cas, puisque l'écriture de Simon, les Maigret, ils sont très nombreux, il y en a plus de ça. C'est des années 30 aux années 50, en fait. Voilà. Donc, ces deux grandes figures, il y a le vrai beau patriarche Kremer, et puis la figure légendaire, le monument national Gabin. Donc, elle est des films en noir et blanc de Delannoy, qui sont dialogués par Audiard, d'ailleurs, je crois que... Ouais, les deux premiers, mais Kremer et... Gabin font les deux mêmes en fait. Il y a l'affaire Saint-Fiacre qui est assez célèbre parce que c'est le retour de l'enfance dans le château de Maigret. Et il y a aussi Maigret en un piège qui est une enquête policière avec un violeur de femmes. L'un joué par Jean de Sailly et l'autre par Todeschini, je crois, en fait, de Maigret, et qui sont des choses assez tranchées. Ce qui est intéressant, c'est que Gabin, en fait, c'est une facilité de dire que Gabin dépasse Maigret. En fait, Gabin, qui est un excellent Maigret, ne gabinise pas tellement, en fait, finalement, je trouve. C'est une facilité de dire ça. Il est même plutôt au service du rôle. Mais pour moi, le grand Maigret très émouvant, c'est Kremer, qui le porte intégralement. Avec un mélange de douceur, de force, à la fois patelin, et puis une exploration, effectivement, géographique, mentale, poétique, de ces paysages européens. Et à chaque fois, avec des réalisateurs, il y a, les noms m'échappent, il doit y avoir du Denis de la Patelière, à chaque fois, il doit y avoir 55, à chaque fois, c'est des réalisateurs un peu célèbres. Et puis, pour en finir, ils ne croisent pas ses camarades du conservatoire, mais il y a quelques grands invités dans la production des années 90-2000 de Kremer. On peut trouver Michel Aumont, Jean-Yann est prodigieux. Il y a, au milieu des années 90, il y a un Jean-Yann qui est extraordinaire, et aussi Michael Lonsdal qu'on adore tous. Donc, c'est des films à redécouvrir et même à comparer entre le Gabin et le Kremer qui sont très différents. Alors, un tout petit mot, c'est sur le compte, ça faisait quand même très longtemps, je pense depuis Gabin, je dis pas des bêtises, Christophe, qu'il n'y avait plus de film. Le cinéma, c'était... le cinéma, non. Avait lâché. Et je pense qu'il y a quelque chose de spécial quand Depardieu joue Maigret, il y a une lassitude, une fatigue inhabituelle qu'on ne retrouve pas chez les Maigret. Mais chez Bruno Kremer aussi, qui est mort, parce que Bruno Kremer, en fait, s'éteint avec Maigret aussi. Et puis Kremer, il y a une profonde nostalgie, plus que Gabin, parce que Gabin est dans son temps. Il est dans les années 50. Donc on est presque dans un aspect un peu documentaire. Et Kremer, de 92 à 2010, en fait, il porte une profonde nostalgie d'un monde enfoui et disparu. Et Kremer, d'ailleurs, qui a un cancer de la gorge, meurt après, juste après son rôle. Et d'ailleurs, je crois que le dernier épisode, donc France Télévisions de Kremer, il est doublé parce qu'il ne peut plus parler, Kremer. Il a un cancer de la gorge. Je crois que c'est l'Étoile du Nord, qui est avec Louis Rego, qui est merveilleux, et ça charrie une émotion terrible. Et Kremer meurt peu après, donc il y a peut-être, alors je ne dis pas que Depardieu, voilà, il y a quelque chose d'une très grande profondeur donc Kremer ressemble assez à Depardieu là-dessus. Puis c'est un très très grand comédien, Kremer, il est fabuleux. Bon, très bien, on va passer... Pas que France, d'ailleurs, il est belge, je m'interromps, qui est un belge aussi, c'est un flamand, Kremer, en fait. Donc, Simenon ne l'a pas vu parce qu'il est mort juste avant. À un an ou deux près, ils se sont croisés. Voilà. Par contre, il a vu tous les Jean Richard. Alors, que vous n'avez pas cité. J'ai dû citer Jean Richard quand même, qui est autre chose, qu'un autre univers. On pourrait y revenir, mais c'est autre chose. Mais qui est bien aussi. Il y aurait un dossier complet à faire sur Jean Richard et son cirque. Il avait le simple Jean Richard. Je me tourne vers Rodolphe pour cette dernière partie. Mon cher Rodolphe, vous avez alors décidé. Alors, on est en pleine. Normalement, on va au moment où l'émission sera diffusée. Non, le premier tour ne sera pas passé, je pense pas. Très prochain. Vous avez décidé, et vous avez fait pas mal de bruit sur le site internet, de faire une série de papiers sur Zemmour. Et on n'arrive pas à savoir si, si Zemmour, pour vous, est le bon candidat ou le candidat qu'il ne fallait pas avoir. Vous avez fait d'abord une série, en fait, vous vous êtes servi de cette histoire des 500 signatures pour dire, en fait, Zemmour, ça serait bien qu'il ne soit pas candidat. C'est un peu ça la provocation. Exactement. En fait, j'ai rebondi sur la sortie d'un livre aux éditions de la Nouvelle Librairie fait par Frédéric Rouvillois et Christophe Boutin, qui nous expliquait tout simplement que le système des parrainages était un système oligarchique qui incarnait une république censitaire. Rien ni moins que ça. Et donc, le véritable événement de cette élection, c'est Zemmour. Je me souviens de nos spéculations, candidat, sera pas candidat, on en a discuté moult heures. Et j'en suis arrivé à la déduction, avec sa proposition aussi d'union des droites,
qui je pense arrive à contretemps. Zemmour fait tout à fait le bon constat quand il sent qu'aujourd'hui il y a un mouvement d'extrogir, c'est-à-dire que les idées de droite sont majoritaires dans la majorité du peuple. On vient de le voir, je crois qu'hier il y a un nouveau sondage qui est sorti par exemple sur le terme de réimmigration. Remigration, oui, exactement. Et on arrive à un pourcentage de personnes favorables à ce terme qui est à 60%. C'est quelque chose d'hallucinant. Il y a 6 mois, on aurait parlé de ça. Donc Zemmour nous a vraiment fait rentrer dans un nouveau paradigme. Donc je pense que c'est pour ça qu'on lui doit véritablement une fière chandelle, en tout cas pour la cause nationale. C'est quelqu'un qui a été combatif, qui a vraiment mené une campagne de lion frontal. Une guerre des mots. Exactement. Il a imposé le débat. Je sais qu'il voue un culte quasiment à Napoléon. On peut retrouver des parallèles. C'est une campagne d'Italie bis. On retrouve des grandes batailles. Il arrivait sur les plateaux, il se posait pas de questions. Là où par exemple Marine Le Pen a fait des retraits idéologiques. Aujourd'hui, elle prend un peu plus de retrait. On sent qu'elle s'est réorientée sur sa stratégie. Et donc cette union des droites, je pense qu'au final, elle nous mettait dans une certaine impasse. Par contre, je pense que Zemmour a perçu une ligne de force de notre génération, donc qui sont ces idées de droite, mais par contre, il n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche. Cette union de droite, pour moi, c'est un peu le retour du cartel de gauche qu'on a pu retrouver au temps d'Albert Thibault, ou ce mouvement Sinistrogir, en fait, ce mouvement où les idées et l'idéologie venaient par la gauche. Aujourd'hui, on a la même chose par la droite, sauf qu'au final, ce mouvement aboutit sur le Front populaire, qui a eu des avances dans le point de vue social, mais par contre qui n'a pas réussi son objectif final, qui était, entre guillemets, d'opposer un nouveau modèle au capitalisme. Qu'est-ce qu'aurait dû faire Zemmour, alors, selon vous ? Je faisais un parallèle aussi, je faisais intervenir Machiavel qui avait cette notion du kairos qui est très intéressante. Notion du kairos, c'est une allégorie de la divinité. C'est que quand des occasions se présentent, il faut les saisir. Alors Zemmour a saisi l'occasion de l'ouverture qui s'ouvrait dans le camp national avec le désistement de Marine. Ça, il l'a très bien perçu. Mais par contre, il n'est pas allé au bout de la démarche qui visait justement à nous sortir, entre guillemets, du système républicain pour opposer pour dire une troisième force, en fait, une troisième voie. Je pense que Zemmour n'est pas allé au bout de cette démarche. Et donc, il nous a remis dans un espèce de... il le dit clairement, sa volonté, c'est de reconstruire un RPR bis. Je veux dire, le RPR bis, pour ma génération, ça ne veut strictement rien dire. Pas son électorat, c'est de la tactique électorale. C'est de la tactique électorale. Simplement, Rodolphe Carte, une précision. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Est-ce qu'il aurait fallu qu'il aille au rapport de force ? Qu'il n'ait pas On a le sentiment, quand on lit votre série, que il y a un fantasme qui est porté par la série de papier, super papier, c'est qu'il n'est pas ses 500 signatures, puisque de fait, on a une crise de régime. Évidemment. Et Zemmour va au carton, puisque s'il est exclu du système électoral, c'est la révolution. Ah bah oui, mais mais oui, mais si vous voulez, la parenthèse libérale conservateur que nous propose Zemmour, je pense que c'est une voie de garage pour notre génération. Ouais, mais vous pourrez me dire que je suis un cœur pur, non. Je pense qu'on se méprend sur le libéralisme. On a fait aussi un papier, une série superbe, très documentée de David Lépée sur le site d'Éléments, sur le site de la revue, donc revueéléments.com. Où David Lépée a pointé sur 20 ans l'évolution toute récente, toute fraîche de Zemmour. Mais c'est la tactique électorale. Quand on connaît Zemmour et sa phrase fétiche, la phrase de Bossuet, Dieu se rit de ceux qui chérissent les causes tout en déplorant les conséquences. Oui, bien sûr. Non, je crois pas que c'est la tactique électorale. Alors je vous laisse continuer. Mais le fantasme, c'était donc un clash pour vous. Enfin, le fantasme. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, au-delà de l'opposition verticale, bloc élitaire, bloc populaire, dont Jérôme Sainte-Marie a longuement épilogué, et cette version horizontale sur laquelle s'est placé Zemmour, c'est-à-dire droite-gauche, aujourd'hui, pour moi, le déterminant fondamental, c'est l'opposition entre France ou pas France.
Tout simplement. Je pense que vraiment le nerf de notre génération, en tout cas pour la mienne, on sent qu'il y a un renouveau identitaire dans notre génération, un renouveau patriote, sincère. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment... Ça peut passer par les urnes, c'est ça que je comprends pas. Ah non, je pense pas. Vous avez remarqué, Il nous reste une minute, Christophe. Moi, j'aurais un mot quand même à dire sur Rodolphe Carte, que les téléspectateurs de TV Liberté découvrent, puisque vous travaillez à la Nouvelle Librairie, mais aussi à Éléments, et vous parlez beaucoup de générations, énormément de générations. Vous êtes sûrement trentenaire ou dans ces eaux-là, alors que Patrick et moi avons franchi le demi-siècle depuis quelques temps déjà, malheureusement, en tout cas pour ce qui me concerne. Si je dis ça, c'est que vous sortez à la Nouvelle Librairie en septembre ou octobre 2022, précisément une lettre à la génération anti-68. C'est-à-dire la génération dont vous vous réclamez. Oui. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette génération? C'est la génération, ok, boomer, d'accord, mais qu'est-ce qu'elle a de plus Rapidement, c'est une rapide. Disons que si on se place d'un point de vue biblique, il y a une dichotomie très importante dans la tradition biblique, c'est celle du catéchon, qui a été reprise par Carl Schmitt, qui est la fonction conservatrice, et la fonction révolutionnaire du chiliasmos. Et je pense que fondamentalement, notre génération doit tendre vers cette voie révolutionnaire. Et à mon grand dame, Zemmour, même s'il l'a incarné par ses prises de position, par exemple identitaires, nous retourne vers cette voie conservatrice qui, je pense, est une voie de garage et nous permettra pas de redresser la France comme ma génération y aspire. On vous lira avec plaisir à la rentrée 2022. Je rappelle le titre, Lettre à la génération anti-68. Très bien, parfait. On termine là-dessus. Et puis, on attendra peut-être les prochaines élections pour la Révolution, mon cher Rodolphe. Nous, on se retrouve dans un mois pour cette année-là. Et puis, dans 2 mois, j'espère que Olivier François sera revenu de sa révolution transylvanienne, Transnistrie, c'est ça. Sildave. Voilà, En fait, Sildave. il a Chartres, mais bon, c'est pas grave. Au mois prochain, au revoir.